Alors, le président de la République était hier à Ludwigsburg, en Allemagne, pour célébrer la création ou l'anniversaire de la création de cet organe de la jeunesse franco-allemand. Et puis, on est dans une période de célébration du 50e anniversaire du traité franco-allemand qui avait été signé en 1963 à l'Élysée. Très bien. Alors, je suis allé voir Alain Minc, que je vais vous proposer d'écouter. Il vient de publier La gloire des nations chez Grasset. Et il pense, lui, que... Un bon livre, intéressant. Il pense, lui, que la France et l'Allemagne pourraient faire beaucoup de choses ensemble, à condition que la France écoute les propositions de la chancelière allemande qui veut aller très loin sur la voie de l'union politique, bien que les deux pays aient, dans l'histoire, connu énormément de divergences. La France, il y a 5 siècles, est presque celle d'aujourd'hui. Elle fait 480 000 km² et au fond, elle se bat pendant 5 siècles pour passer à 550 000. Et à l'intérieur de ces frontières, un État assure l'identité, l'unité. L'Allemagne, c'est tout autre chose. L'Allemagne, c'est un peuple. C'est un peuple sans frontières. L'Allemagne, ce sont les Allemands. Et c'est pour ça que l'Allemagne est passée à travers l'histoire avec des frontières baladeuses. Des frontières baladeuses de son fait parfois, mais d'une autre aussi. Oui, c'est-à-dire que là où il y a un Allemand, il y a l'Allemagne. Est allemand toute personne ayant des ascendants, et plus exactement, était allemand toute personne ayant des ascendants allemands. Pourquoi dis-je était allemand? Parce que le chancelier Schröder, ce grand homme, en dehors même de la révolution économique qu'on met à son crédit, et dont l'actuel président de la République devrait un peu s'inspirer, a mis fin au droit du sang, ou plus exactement a complété le droit du sang par le droit du sol. De sorte que l'Allemagne est en train de muter. Quand la France a gagné la Coupe du Monde en 1998, la Frankfurter Allgemeine Zeitung avait fait un éditorial: aussi longtemps qu'on aura une équipe de blancs nés en Bavière, on n'a aucune chance. L'Allemagne, qui s'est pas mal comportée dans les Coupes du Monde ultérieures, est devenue, comme ils disent, une Allemagne multicu, c'est-à-dire multiculturelle. Alors, autre différence ou source de confrontation entre la France et l'Allemagne, c'est qu'avec la Révolution, on a eu la prétention d'apporter au monde des valeurs universelles. Mais d'une certaine manière, et sur d'autres bases, les Allemands ont un peu la même prétention. Non, les Allemands avaient la même prétention, et ça pour le malheur de l'humanité, puisque le nationalisme allemand, dont il ne faut jamais oublier que c'est un enfant de Napoléon, car sans Napoléon, il n'est pas sûr que l'Allemagne se serait unifiée. Le nationalisme allemand avait, depuis le début du 19e, le sentiment d'un peuple supérieur. Alors on sait où cela a conduit, mais tout ça c'est l'histoire. L'Allemagne d'aujourd'hui c'est tout autre chose. L'Allemagne d'aujourd'hui c'est le pays le plus démocratique d'Europe. Si on considère que la démocratie se mesure à l'intensité des pouvoirs et des contre-pouvoirs, il n'y a pas plus démocratique que l'Allemagne. Vous soulignez bien que finalement les Allemands ils rêvent d'une Europe qui leur ressemble, c'est-à-dire qui soit construite un peu comme leur pays, une Europe fédérale, dans laquelle les États seraient de grandes régions. C'est tout à fait à l'opposé de notre modèle. On peut arriver à s'entendre? Nous avons vécu longtemps avec l'idée, c'était un mot assez beau du général de Gaulle, l'Europe est le levier d'Archimède de la France. Alors, c'est toujours le levier d'Archimède de la France. Sans l'Europe, la France, c'est rien du tout. Mais c'était évidemment l'idée que l'Europe pourrait se faire sur le modèle français, étatique, colbertiste, centralisé. Ça, c'était un rêve possible après la guerre dans l'Europe des Six, avec une Allemagne qui était encore, d'une certaine manière, réduite par le poids de l'histoire. Dans l'Europe à 27, il n'y a d'Europe fédérale, d'une certaine façon, que sur un modèle très éclaté, et qui est donc le modèle allemand. Mais on peut aussi renverser le raisonnement. Si l'Europe se construit comme ça, l'Allemagne sera de plus en plus dominée par ses Länder. Or, à l'échelle d'une Allemagne, d'une Europe émiettée, la France, avec son incroyable caractère unitaire, est de loin la province la plus importante. Peut-être, mais ça sera quand même une soumission culturelle. Ben, ça sera en rien une soumission culturelle. Le type qui a eu la phrase géniale, c'est Jacques Delors, quand il a dit « une fédération d'États-nations ». Dans cette fédération, nous ne perdons pas notre gène. Encore faudrait-il saisir la perche que les Allemands sont en train de nous tendre. C'est la 3e fois. En 1994, M. Schäuble, le même qu'aujourd'hui, avait fait une proposition. La France unie, c'est-à-dire M. Balladur et M. Mitterrand, avaient dit « nous ne mangeons pas de ce pain-là ». En 1999, M. Fischer et M. Schröder ont fait une proposition, toujours à peu près la même. À ce moment-là, la France unie, M. Chirac, M. Jospin et M. Védrine, toujours réticents sur la construction européenne, avaient dit « nous ne mangeons pas de ce pain-là ».
Aujourd'hui, Mme Merkel remet la même proposition sur la table. Mais il faut se dire une chose, et j'espère que le président de la République, quand il se souviendra un jour qu'il est un enfant de Jacques Delors, ce qui serait quand même bien utile, pense que c'est la dernière fois. Aujourd'hui, elle fait une proposition qu'un autre Allemand ne pourra pas faire dans 10 ans, parce que l'évolution de l'Allemagne, le poids qu'elle a désormais, son incroyable réussite économique. Nous étions plus forts économiquement que l'Allemagne en 1995. Donc l'Allemagne a réussi et nous sommes enlisés. Fait que c'est sans doute le dernier train qui passe en gare. Et j'ose vraiment espérer que le président de la République arrêtera de penser aux nonistes, dont votre invité d'aujourd'hui, car en réalité, il est roi de France. En matière de politique européenne, les ministres ne sont que des employés de maison. Pardon pour votre invité. Donc le roi de France, qui est François Hollande, peut se rappeler qu'il est le descendant non pas d'un Bourbon, mais de Jacques Delors, et saisir la main de Mme Merkel. Et s'il ne le fait pas, son erreur historique sera encore plus grave que celle du couple Jospin-Chirac et que celle du couple Mitterrand-Balladur, parce que Mitterrand avait au moins fait l'euro. Alors je me tourne vers l'employé de maison noniste. Vous faites peur au roi de France. Pour moi, c'est un compliment. Ah bon? Oui, parce que je considère que c'est toute forme de mépris social qui est adressée à un ministre ou à quelqu'un qui, dans la société, exerce un métier, ne correspond pas à mon approche des choses. Alors maintenant, on va aller vers. Je n'ai pas le sentiment d'appartenir à une aristocratie. On va aller vers le fond du sujet. Dans le fond, ce que dit Alain Minc, c'est que Mme Merkel propose d'aller gaillardement vers l'union politique. Elle veut un nouveau traité. Elle propose un président de l'Union européenne qui soit identifié, identifiable, avec des ministres, notamment de l'économie, qui disposeraient de réels pouvoirs, et avec des contre-pouvoirs, un peu comme fonctionne l'Allemagne. Et par rapport à ça, François Hollande, lui, il parle de l'intégration solidaire. Honnêtement, c'est moins compréhensible. D'abord, je voudrais dire que l'approche d'Alain Minc, qui est intéressante dans la première partie de son propos sur la différence de construction de la France par rapport à l'Allemagne, l'État qui préexiste à la nation qui s'incarne dans l'État, la tradition colbertiste par rapport à la tradition fédérale, qui est une construction d'ailleurs politique récente en Allemagne, qui est un résultat de la volonté de séparer et d'affaiblir le pouvoir au lendemain des événements historiques que l'on sait. Tout cela est juste. En revanche, tout le reste, je suis désolé de le dire à Alain Minc, relève des poncifs d'acteurs qui disent la même chose dans la presse depuis des années. Mais quand même, l'Union européenne d'un côté, attendez, monsieur Masseron, l'intégration solidaire de l'autre. On a entendu longuement monsieur Minc, vous m'autorisez à répondre. Voilà. Et qui correspondent aux choses qui tournent dans la presse depuis des années, et finalement à une relative facilité intellectuelle à laquelle Alain Minc ne nous avait pas habitués. La situation à laquelle on est confronté n'est plus du tout celle qu'il décrit. Il n'y a pas la France qui refuse le saut politique et l'Allemagne qui le propose toujours. On n'en est plus là du tout. J'étais moi-même la semaine dernière à Varsovie avec l'ensemble des ministres à la demande de Laurent Fabius qui n'avait pu s'y rendre pour évoquer ces questions avec le ministre Westerwelle qui a fait une proposition d'intégration politique à laquelle pour une grande partie nous souscrivons. Mais ce que nous disons simplement, c'est que l'intégration politique, le saut politique, nous le souhaitons. D'ailleurs, le président de la République, j'étais à Ludwigsburg hier, l'a repris même dans son discours à Ludwigsburg comme un horizon possible pour l'Union européenne. Mais nous souhaitons simplement que le surcroît d'intégration politique s'accompagne d'un projet pour l'Europe. On ne va pas faire rêver les Français autour d'un saut institutionnel. D'ailleurs, ni les Français, ni les Européens. Alors c'est quoi, le projet pour l'Europe? Je vais vous le dire, parce que finalement, ce projet pour l'Europe, je l'ai trouvé magnifiquement formalisé dans un dialogue que nous avons eu avec des députés européens, le ministre allemand des Affaires européennes, moi-même, et 2000 jeunes à Ludwigsburg, vendredi soir. Ce que nous disaient les jeunes, c'est qu'ils veulent un projet dans lequel il y a une ambition sociale, dans lequel il y a la possibilité pour les jeunes d'avoir accès à l'université, à la formation partout en Europe, en ayant des parcours professionnels qui leur permettent de cheminer à travers l'Europe. Il y a une ambition de la part de ces jeunes de voir l'Europe jouer un rôle en matière d'aide au développement. Il y a une volonté de ces jeunes de voir l'Europe s'inscrire dans la transition énergétique, être exemplaire en matière de protection de la planète. Les jeunes Européens qui croient en l'Europe, qui ont envie d'Europe, ont envie d'un projet. Et si la réforme institutionnelle devient l'instrument de ce projet,
Si la réforme institutionnelle devient le moyen de faire en sorte que démocratiquement ce projet vive, alors allons-y ensemble. Cette idée évoquée par Alain Minc, selon laquelle il y aurait des gens qui auraient voté non en 2005 et qui ne veulent pas d'intégration européenne, est une idée complètement ringarde, qui repose sur une facilité de langage et une espèce de paresse intellectuelle qui n'est pas digne de lui. Moi, je suis favorable à l'intégration européenne. Je suis favorable à davantage d'union politique. Je suis même favorable à ce qu'on transfère de la souveraineté, à condition qu'il y ait un projet derrière qui soit fort sur le plan social, qui soit fort sur le plan environnemental, qui soit fort sur le plan politique. Est-ce que vous croyez finalement que, puisque tout de même ce mot terrible de Schuldenbremse, qui signifie les mécanismes de frein au déficit, a finalement été adopté dans le mode de fonctionnement de l'Europe. Je précise d'ailleurs un mot, juste, pour dire que j'ai bien relu le traité, qu'effectivement vous avez raison. L'article 7 et 8 concernent effectivement la non-transcription dans la législation nationale de la règle d'or, enfin... non, de la transposition du traité en droit intérieur. Mais je n'ai aucune satisfaction d'avoir juste raison. Quand même, mais ce traité, néanmoins, non, mais je précise parce que, voilà, j'ai relu encore complètement, c'est vrai que j'avais loupé une phrase qui renvoyait à un article. Bon, tout ça est un peu compliqué. En revanche, ce traité dit bien que les signataires se félicitent des dispositions prises par la Commission, effectivement, comme vous le signaliez tout à l'heure, qui durcissent les possibilités de contrôle de la Commission sur les budgets nationaux. Voilà, on va arrêter là parce qu'on va pas... Ça mériterait d'autres développements, on n'a pas le temps. On va pas, voilà. Mais est-ce que, donc, à partir du moment où on a donné, où les Allemands ont obtenu ça, est-ce que nous, on va négocier plus d'Europe sociale pour aller justement vers l'avant et faire ce grand saut en avant auquel on aspire? Mais je pense qu'il faut que nous fassions en sorte que les élections européennes de 2014 soient l'occasion pour l'Europe de porter une ambition sociale. Une ambition sociale, ça veut dire que l'Europe puisse, en matière de salaire minimum, en matière de sécurité des parcours professionnels, en matière de protection des plus faibles, porter une espérance. Je pense qu'en matière de protection de la planète, est-ce que l'on va mettre en place aux frontières de l'Europe une fiscalité qui protège l'Europe de l'entrée sur son territoire de produits qui ne respectent aucune clause sociale et environnementale, non pas pour instaurer le protectionnisme, mais pour instaurer simplement le juste échange. Est-ce que l'on va faire en sorte que l'Europe remette l'homme au cœur de son projet, plutôt que des mécanismes pour en finir avec qui cette donnent séquence, le sentiment Monsieur le Ministre, que l'homme s'en trouvera brisé? est-ce qu'on peut imaginer qu'en janvier prochain, à l'occasion du 50e anniversaire du traité franco-allemand, il y ait comme ça une déclaration franco-allemande qui montre cette espérance commune. Mais justement, nous y travaillons avec mon collègue Michael Link, qui avec moi est secrétaire général pour la coopération franco-allemande. Nous travaillons tous les deux à un projet de texte qui sera présenté à la chancelière, au président de la République, pour faire en sorte que nous puissions, avec les Allemands, jouer un rôle moteur dans le confortement de l'union politique. Mais encore une fois, la France, qui est très favorable à un processus d'intégration politique, souhaite que ce processus d'intégration politique permette de faire vivre un projet ambitieux pour l'Europe, qui réconcilie les peuples avec le rêve européen. C'est pourquoi l'approche qu'avait Alain Minc à l'instant est une approche totalement dépassée, qui ne correspond pas... il souhaite tout simplement que la France et l'Allemagne s'entendent. D'accord, mais ça ne correspond pas à la nature des discussions entre la France et l'Allemagne, ça ne correspond pas à l'Europe que nous voulons construire, ça ne correspond pas à nos intentions, ça ne correspond pas à nos projets. Eh bien, très bien, on va voir si la France et l'Allemagne sont capables de sauter ensemble vers le futur. On va marquer une pause et puis on aura ensuite la dernière séquence, l'after RMC avec Christophe Jacubicine.